On est maintenant en partie spoiler de la vidéo. Alors, déjà quelque chose peut interpeller peut-être les fans. Pourquoi j'ai découpé comme ça? Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 1 jusqu'à la saison 3. Après, je découperai saison 4 et saison 5, et après je terminerai avec la saison 6 et la saison 7. Pourquoi j'ai découpé de cette manière? Il y a une raison. Il y a une raison majeure. C'est que pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de Sons of Anarchy, c'est pas l'histoire de Jack Steller, c'est l'histoire de la chute de Clay Morrow. Je m'explique. Quand vous regardez la série, en fait, on démarre la série, Clay Morrow est malade. Il a un problème au poignet, il a un problème aux mains, et on nous souligne très vite que Jack Steller est l'héritier. C'est la personne qui va prendre la suite. Et si vous avez écouté ce que je vous ai dit dans le résumé au tout début, Jax a trouvé un livre qui veut l'emmener sur une autre voie, loin du trafic d'armes, et l'emmener vers une autre destination. Jax ne veut pas devenir comme son père, ne veut pas devenir comme son beau-père, et ne veut pas se faire entraîner vers cette voie comme sa mère aimerait. Et donc, il y a en fait deux routes qui s'ouvrent devant nous. Et dans cette première partie, dans les 3 premières saisons, Clay Morrow est à son sommet. Il est président du club, il est malade certes, mais il dirige. Il contrôle toutes les opérations, et il est à l'initiative de la plupart des actions de la série. Et des actions majeures, notamment la mort de la femme d'Opie, dès la fin de la saison 1. Qui est un truc, j'ai pris une claque quand elle se fait abattre, parce que tu sais que ça va arriver, et en même temps le voir, la scène est admirablement bien réalisée, parce que tu sais que le drame arrive. Parce qu'en fait, il est censé tuer Opie, Tig, et malheureusement, en fait, la voiture, il y a un changement de conducteur, et au final, un peu en mode gangsta, il tue la femme d'Opie, et il se rend compte du bordel qu'il a fait trop tard. Opie est un des meilleurs personnages de la série, j'espère que dans ces vidéos j'aurai le temps de vous le développer et de vous l'expliquer pourquoi. Déjà dans ces 3 premières saisons, on a déjà l'explication, je vous en parlerai juste après. Et dans cette première partie, il y a un arc complet. C'est que Jack Steller démarre, voilà, trafic d'armes, il ne veut plus entendre parler, etc. Mais, voilà, il faut mettre de l'eau dans son vin, Gemma demande à Clay de le ramener dans le bon chemin, etc. etc. Sauf que, donc on a un peu un Jax qui est présenté comme le chevalier blanc un peu. C'est-à-dire que dans cet univers de gens qui sont avec l'appât du gain et avec voilà, des armes, tout ce que vous voulez, lui ne semble pas rentrer dans ce moule. Et ce premier truc, il y a un stop direct milieu de saison 1, c'est évidemment quand Tara se fait persécuter par son ancien petit ami qui est agent de police et qui vient dans la ville. Il fait vivre un enfer à Tara. Tara se défend et le blesse, voilà, est terrible. C'est la catastrophe, bref. Et Jax arrive dans la maison, dit à Tara si jamais on peut aller le remettre à la police, mais il fera peut-être 1, peut-être 2 ans de prison et il sortira. Et elle dit non mais je veux pas qu'il sorte. Et quand cette réplique est prononcée, on sait très bien que c'est pas un signe pour dire tue-le, mais c'est un signe pour dire tu peux le tuer. Et c'est ce que va faire Jack Steller immédiatement juste après, il va lui tirer dans la tête. Et ce petit ami va mourir. Ce moment rappelle à tout le monde que Jack Steller n'est pas un homme bon foncièrement, obligatoirement, qui est encore en construction. Et qu'en fait, ces propos qui sont tenus en début de saison, en début de série, c'est un moment où justement il n'est pas encore construit, Jax. Il n'a pas encore vraiment pris position. Est-il vraiment l'héritier de Clay ? Est-il l'héritier de son père? Plutôt donc dans l'absence de trafic d'armes, etc. Il se construit. Et il se construit parce qu'il aime Tara. Et ça, le retour de Tara dans sa vie amène une nouvelle dynamique pour le personnage. Pour 2 raisons. La raison numéro 1. Jack Steller est un personnage qui aime foncièrement son club. On le sait, il aime foncièrement son club. Mais il aime son club, mais il y reconnaît beaucoup de défauts à son club. Et il en voit 2 notamment. Le premier, c'est que ça a ruiné la vie de son meilleur ami Opie, qui est allé en prison. Sa femme, elle a souffert. Il est ressorti de prison. Et là, aujourd'hui, il veut plus entendre parler du club. Il a envie de se refaire une vie. Mais il voit que c'est dur. Et Opie est un peu... Moi, vous savez que je suis professeur d'histoire géo, c'est un peu une étude de cas. Jax aimerait que Opie arrive à faire ce qu'il avait prévu. C'est-à-dire
quitter le club d'une certaine manière et réussir sa vie. Mais plus la série avance, moins il tient des propos comme ça. Parce que il finit par dire même à sa femme, si à force tu veux l'éloigner du club, en fait c'est toi qui vas t'éloigner. Parce qu'il n'arrivera pas à choisir, parce qu'Hoppy n'y arrivera pas. Et en fait cette déclaration, je trouve qu'elle fait un reflet de Jax. C'est l'idée de, si Hoppy n'y arrive pas, mais moi non plus j'y arriverai pas. Alors il va prendre une décision à un moment, il va vouloir quitter le club parce qu'il va se passer quelque chose de très grave. C'est la mort de la femme d'Hoppy. Dont il va prendre conscience très vite que c'est Clay Morrow qui a créé sa mort, et c'est Tig notamment qui l'a tué. Et ça il va le comprendre en fin de saison 1, parce que ça va lui paraître évident, et ça va traîner en début de saison 2. Ce qui est dommage, c'est que cet arc scénaristique qu'on se dit, ça a vraiment porté le début de saison 2, mais en fait, mes pauvres, on n'était pas prêts pour le premier épisode de saison 2 en fait. Moi je pensais que c'était ça qu'on allait nous développer, et en fait rien à voir. Là, le premier épisode de saison 2, vous prenez une claque recto verso. Bon. Donc Jax découvre le problème, la femme d'Hoppy est décédée, et ce que je vous expliquais, c'est que Jax Taylor, il y a vraiment deux positions. La première, voilà, c'est l'idée que le club, c'est toute sa vie. Et le deuxième, c'est que c'est Tara toute sa vie. Et vous savez quoi? C'est que dans ces 3 premières saisons, Tara, elle n'est pas dans le club. Pas dans le club. Elle est encore loin du club. Elle est à l'hôpital, elle fait son travail, et elle le fait bien. Et l'ensemble des 3 premières saisons est une lente, mais inéductable, vie où elle se rapproche de plus en plus du club. Elle soigne quelqu'un qui a pris une balle, après derrière elle commence à rentrer dans des trucs un peu illégaux, etc. Elle commence à en savoir plus sur les affaires de Jax, elle commence à en savoir plus même au général sur des choses qu'elle ne devrait pas savoir, etc., etc. Bref, elle commence à au lieu qu'en fait elle emmène Jax vers le côté lumineux, et ben c'est l'effet inverse qui se produit, c'est que Jax l'emmène vers le côté plus obscur, ce qui donne donc à Jax un côté où il a l'air d'être le chevalier blanc de la série, mais en réalité, plus on regarde la série, moins il l'est. Et c'est pour ça que je vous parlais de Breaking Bad tout à l'heure, parce que pour ceux qui ont déjà vu Breaking Bad, c'est un peu le même problème. Dans Breaking Bad, tu arrives à te dire que Heisenberg, c'est quelqu'un de bien quand même, malgré tout. Même si c'est un connard, même s'il fait des erreurs, même s'il fait des saloperies, etc., tu te dis que c'est quelqu'un de bien. Et bah Jax, c'est un peu pareil. Même s'il fait parfois des petites saloperies, il y a des gens qui sont parfois plus salauds que lui, donc forcément ça aide. Et puis d'autres qui devraient pas faire de saloperies et qui en font, on en parlera juste après. Et donc voilà, c'est compliqué. Pour Jax, en fait, il représente une position assez neutre dans la série et qui est formidable pour nous parce que c'est un personnage qui est central. Mais vous allez me dire, moi je vous ai dit, le personnage central c'est Clay Morrow. Vous allez me dire, mais je me trompe. Alors, pourquoi je vous parle de Jax alors depuis déjà 2 minutes? Parce qu'en fait, Clay, dans cette première partie de ces 3 premières saisons, il tient la barre. On verra que les saisons 4 et 5, ça se corse. Plus difficile. Beaucoup plus difficile. Parce que des incidents vont se produire. Mais là, il va y avoir des incidents. La mort de la femme d'Hoppy, comme je disais tout à l'heure. Mais Clay dirige. Clay, c'est celui qui impose le trafic d'armes. Clay, c'est le personnage principal dans la relation avec l'IRA véritable. Clay, c'est le personnage qui dirige la totalité des actions. Clay, c'est celui qui fait chanter le riche propriétaire terrien qui a des chevaux, etc. etc. C'est celui qui interagit le plus avec Hunter, avec Gemma. C'est le personnage qui est dans toutes les histoires. C'est le personnage qui, par exemple, on travaille beaucoup sur sa relation avec Gemma, puisqu'il va la tromper avec une, je vais pas dire prostituée parce que ce serait méchant, mais en tout cas une jeune barmaid dans le club, qui est là pour essayer de devenir une régulière. Ça explique d'ailleurs très très bien ce que c'est que le concept des régulières, puisqu'elle va revenir pour Micouille, etc. Et il va se passer des horreurs pour Micouille. Et rien n'est laissé au hasard dans la série. Et je vous expliquais en partie no spoil que pourquoi j'aime autant cette série, c'est parce qu'il y a des épisodes, on pourrait se dire comme ça, ils sont pas si ouf ces épisodes. Et bah ce serait le raté. Je vais prendre un exemple, c'est dans la saison 1 de Sons of Anarchy, vous avez un barbecue. Gemma, en fait, elle organise un barbecue caritatif dans sa ville de Charming. Pour vous donner l'idée que vraiment, il y a ce côté un peu de... On essaie de faire des choses bien pour la ville. Ok, on se comporte comme des saloperies, mais en même temps, on veut pas que les gens en pâtissent, etc. Enfin, ils ont une position un peu ambiguë sur ce sujet. Mais les gens acceptent cette situation. D'ailleurs, c'est dénoncé par le maire, enfin, par le gars qui veut devenir maire, pardon, excusez-moi, et par l'adjoint de la police, qui lui aussi dénonce cette situation, un peu ce côté de les gens sont matrixés par cette situation et acceptent ça, voilà. Bon. Arrive le moment du barbecue. Donc en fait ils organisent, il y a un karaoké, excusez-moi, et puis il y a un ancien membre du club qui revient, et qui est la personne qui a fait tomber Hoppy.
Et quand il revient, cet épisode, qui me peine pas de mine comme ça, tu te dis, attends, là, attendez, je vous raconte qu'un des meilleurs épisodes de série télé ever, c'est un mec avec des barbecues. C'était comme si moi je vous disais dans Breaking Bad, on va faire un épisode dans un laboratoire avec une mouche, et qui est considéré comme le meilleur épisode. Les mecs te disent, ça va, l'alcool, vous êtes redescendu ce matin? Bah excusez-moi, mais c'est le cas. Et bah là, c'est exactement pareil. C'est un épisode qui peine pas de mine. Et par contre, bah en fait, c'est une masterclass ultime. En fait, tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Parce qu'ils arrivent, ils voient que le mec a pas enlevé ses tatouages, ils te font plein de petits rêves pour t'amener vers le... voilà, on essaye, le mec te dit, bah voilà, je veux revenir, j'ai un coup pour vous, nanana, voilà. Et ils ont l'air d'accepter, ils reviennent le chercher, ils l'emmènent au club, ils boivent un coup, tous ensemble, ils sont contents. Et là, ils l'emmènent dans le garage et ils lui crament l'intégralité du dos pour lui enlever les tatouages, en même temps que le fils de cet homme est en train de jouer, alors qu'en fait c'est jouer à la guitare, je crois de mémoire, il est musicien, et sa mère est en train de le regarder, et là Gemma vient voir sa mère, et lui dit, enfin il y avoir son épouse, enfin sa petite amie, pardon, son épouse d'ailleurs, son ex-épouse, pardon, et elle lui dit oui, il faudra que tu ailles à l'hôpital, maintenant, parce qu'il s'est passé quelque chose, je peux pas te dire, et voilà, je ramènerai ton fils, t'inquiète pas, mais il faut que tu partes maintenant. Et elle comprend pas vraiment, mais elle sent qu'il s'est passé un truc grave. Et évidemment, quand elle le retrouve, eh ben, il a le dos complètement brûlé, puisqu'il ne s'est pas fait noircir les tatouages ou les faire enlever les tatouages volontairement. Donc c'est le club qui s'en est occupé dans une scène d'une violence inouïe. D'ailleurs, cette scène est quand même proposée où il lui dit on le fait au couteau ou au chalumeau, et le mec choisit de chalumeau. Il lui verse de l'alcool sur le dos et il lui brûle l'intégralité du dos. Une scène qui m'a marqué à vie au fer rouge. On dirait du Prison Break quand Michael se fait cramer le dos sur une conduite parce qu'il avait le costume des gardiens, etc. Scène qui était particulièrement marquante aussi. Bah là, c'est encore pire, etc. Fin de saison 1. Donc la femme de Hopi est décédée malheureusement. Hopi qui avait une tendance à vouloir revenir vers le club, mais en même temps vouloir partir, trouver un travail honnête, etc. La personne qui était avec lui s'en va. Voilà, c'est terminé, il n'y a plus cette caution morale, cette personne qui voulait le ramener vers le bon chemin, etc. Et un peu ce côté, de toute façon c'était peine perdue, comme je vous disais pour Jax. Et donc voilà. Et arrive ce final de saison 1, où il est dans le cimetière, avec une bande son exceptionnelle. Tell me who's that rider. Exceptionnelle. Il croise d'ailleurs une jeune clocharde qui sera encore là pendant un certain nombre de saisons et qui a beaucoup de théories sur ce personnage, bon peu importe. Et il arrive, voilà, il jette une rose sur le cercueil, il est en t-shirt blanc avec du sang sur le visage, etc. Enfin bref, incroyable, la scène est folle, personne ne parle. Il arrive, il embrasse Tara, il part avec Tara. La scène est une folie monstrueuse et ça se termine là-dessus avec Paeni, le père d'Hopi, qui est membre du club et First Nine, qui arrive et qui en fait a récupéré lui aussi un exemplaire de ses mémoires du père et les donne à Jax en lui disant il est grand temps de changer les choses, et ça se termine là-dessus, une promesse énorme lancée sur la série. Est-ce que la promesse va être tenue? On parle de la saison 2. Alors après une saison 1 qui était particulièrement voilà, basée sur la famille, Clay, Gemma, Jax, Tara, Hopi et sa femme, etc., etc., on a vraiment installé cet univers. Et l'univers des membres des Suns. On voit les interactions, Tig il est très proche de Clay, Chips on a du mal à le cerner, il y en a d'autres qui sont un peu plus électrons libres, Paeni c'est le vieux débris un peu voilà, un peu con, Jack c'est l'idéaliste, on peut le définir comme ça, Juice c'est le mec qui s'y connaît un peu en technologie mais qui est... on a du mal à le classer, il a l'air d'être plutôt proche de Jax, mais c'est compliqué à estimer. Hopi c'est le meilleur ami de Jax, mais on verra que sa position va évoluer, notamment en saison 2. Et donc, arrive la saison 2. La saison 1 avait apporté beaucoup d'informations sur le club des Mayans. Le club rival, il va être réutilisé en saison 2, mais on avait aussi beaucoup exploré. Les Noirs, etc., tous les différents clubs qu'il y a. Et pas que des clubs d'ailleurs, il peut y avoir juste des gangs. Okay. Et le but de Clay Morrow, c'est que la ville de Charming ne se développe pas. Et en fait, pour pas attirer l'attention, sauf qu'en saison 1, ils ont attiré l'attention de l'agence Tal. Donc l'agence Tal, c'est une agent de l'ATF, qui est en fait un organisme fédéral qui a pour vocation, un peu comme le FBI,
de coincer les organisations terroristes du type les clubs de moto, bikers, trafic d'armes, etc., etc. En gros, les organisations criminelles. Ils sont pas là pour les petits crimes, ils sont là pour les organisations criminelles. Sauf que, est-ce que vraiment les Suns sont vraiment une organisation criminelle, ou est-ce que c'est un club de moto avec des armes, mais voilà, c'est pas une organisation forcément criminelle. Bon, parce que je rappelle qu'on a le droit d'avoir des ports d'armes dans certains États des États-Unis, donc la question du port d'armes n'est pas forcément la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils en font, est-ce qu'ils en vendent, etc., etc. Bon. Surtout que là, ils vendent des armes qui sont pas autorisées, hein, voilà. Parce que c'est des armes de guerre qu'ils vendent. Enfin bref. Et donc, je vous ai dit, il y a beaucoup de pistes. Parce que là, on a lancé, la femme de Dopey s'est fait tuer par un membre du club, Jax est au courant, il s'est retourné contre... Enfin, voilà, et en plus, c'est un idéaliste, il a vraiment envie que le club s'arrête, etc. Et donc là, beaucoup de ressentiments en ce début de saison 2. Voilà, Jax et Clay ne s'entendent plus, il veut partir, Clay n'arrive plus à parler avec Jax, les deux ne se comprennent plus. Mais en fait, ils se comprenaient pas déjà avant. Sauf que ce qu'on voyait, c'est que Gemma, voilà, elle faisait le pont entre les deux, et que même s'ils n'avaient pas la même vision, Clay de toute façon il était tout puissant. Donc il n'y avait pas moyen d'aller contre la volonté de Clay. Clay donne une indication, un ordre, et Jax l'exécute. Et c'est ce que fait la série. Et même s'il est vice-président, même s'il donne son conseil, etc., et qu'évidemment il est là pour donner ses conseils, c'est toujours Clay qui donne l'impulsion et qui donne la vision du club. Et Jax a beau faire des petites propositions, qui sont parfois acceptées, parfois refusées, et voilà, ça ouvre... voilà. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que on a eu, à la fin de la saison 1, cette information sur la mort de la femme d'Opie, qui normalement aurait dû, on se dit, la saison 2 va être l'heure de la destruction du club, l'info va sortir, etc., etc. Premier épisode de saison 2, Gemma Taylor rentre, un épisode en plus assez banal, en début de saison 2, voilà, il y a une petite embrouille avec Dema, il y a une petite embrouille machin, enfin, classique. On se dit, bon, voilà, démarrage pas exceptionnel, pas un coup de poing. Et puis arrivent les 3 dernières minutes. Et les 3 dernières minutes, là tu fais, ah d'accord. En fait, je suis en train de regarder la plus grande série de tous les temps et je viens de le comprendre. C'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que là j'ai fait, ah ouais, ok. Début de saison 2, j'ai compris. J'ai dit, c'est bon, c'est sûr. Moi, quand j'ai commencé, on était déjà à la saison 6, je crois, à la diffusion. Il restait saison 5 à la diffusion, parce qu'il restait la 6 et la 7, quand j'ai commencé. Le viol de Gemma. Alors, à l'époque, j'avais trouvé ça d'une violence. Aujourd'hui, évidemment, j'ai vu des films d'horreur, j'ai vu des sauts, j'ai vu des machins, des trucs que j'avais pas encore vus à cette époque-là. Donc, je sais qu'on peut faire bien plus violent au cinéma et dans des films de torture porn, d'horreur, etc. Là, c'est très édulcoré, on voit pas machin, etc. Mais la violence suggérée est encore plus forte, et là, elle est immense. Elle est immense. Quand tu vois Gemma se faire violer, attachée au grillage. En plus, la scène, elle est pas raccourcie. On la garde, elle dure longtemps. Très longtemps. Et avec les mecs au masque, là, comme ça, qui disent une déclaration il faut que Clay arrive, il faut que les Suns arrêtent de vendre des armes aux Noirs et aux Mexicains, je sais plus ce qu'il dit, oui, un truc comme ça. Il faut que ça s'arrête. Et que si ça s'arrête pas, on reviendra, un truc comme ça. Et ça se termine là-dessus. Et en fait, le tout début de saison, c'est l'idée que Gemma va pas vouloir que ça se sache. Alors Tara va le savoir. Le Unser va le savoir. Unser que j'adore, qui est un de mes personnages préférés de la série. J'adore son rôle, je le trouve d'une justesse absolue et je l'aimerais encore plus en saison 3. Et il est là, il discute avec les gens, il est très humain. J'aime beaucoup Unser, même si c'est un policier pourri évidemment. J'aime beaucoup son adjoint, hein, je l'aime beaucoup. Hein. Mais lui, il est vraiment, il vole, je trouve, la plupart des scènes où il est, même quand il est avec Clay Morrow, et Clay Morrow pourtant il est, Ron Perlman, tu testes pas quoi, et c'est vraiment génial. La série donc va développer cet arc scénaristique de, en fait, on ne dit rien. Et ça va porter le début de la saison. Ce qui fait qu'en fait, on a un moment où la famille va se disloquer. Pourquoi? Parce que Gemma ne veut plus que Clay la touche, et on sait pas pourquoi, on sait, mais lui il sait pas. Ici j'ai fait une erreur, qu'est-ce qui se passe? Donc sa famille, là, en fait, on avait solidifié la famille en saison 1, qui avait pris un sacré scud avec la fin de saison où Jax et Clay sont vraiment divisés par rapport à ce qu'il a fait sur la femme d'Opie. Et là en plus Gemma, Clay, ça marche pas, voilà, ça marche plus. Enfin, à regret hein, pour Gemma, hein. Elle le fait pas volontairement, c'est juste que là elle est traumatisée.
D'ailleurs, c'est une des rares séries qui a parlé du viol de cette manière-là. Bah justement, je parlais de Nip Tuck a aussi parlé du viol beaucoup. Gemma, c'était pas courant à l'époque d'en parler comme ça, aussi ouvertement, violemment et tout. Enfin, bon. Et dans cette première partie de saison, on va vous parler aussi d'autre chose, c'est Lyra véritable, donc qui sera réutilisée en saison 3. On te plante une graine. C'était volontaire par Kurt Sutter, le scénariste, et le réalisateur, parce qu'il voulait absolument, parce qu'il savait que l'année d'après, il allait faire une saison en Irlande, etc., etc. Et donc, il avait déjà mis quelques graines de choses en rapport avec Lyra, notamment Chips, par exemple, qui avait été très discret en saison 1, va être beaucoup plus présent en saison 2. On va un peu parler de sa femme, on va un peu parler de, notamment, ce que Gemma dit, il n'y a que 2 femmes qui me font peur sur la planète. Il y a ma mère et cette salope d'Irlandaise. Je crois qu'il y en a 2, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y en a 2. Enfin bref, voilà. Et si c'est Gemma qui le dit, tu peux avoir peur. Et Tara, elle va de plus en plus donc, se rapprocher de Jax, de plus en plus avec lui, etc. Elle s'approprie aussi beaucoup son fils. Enfin voilà, il y a beaucoup de signaux, mais elle est très lumineuse. Et elle reste très positive malgré tout. Mais on sent que, par exemple, quand il y a des filles du porno qui tournent un peu autour de Jax Taylor, et voilà, elle veille au grain. Mais au début, elle est magnanime. Et puis après, elle va commencer à agir comme une vraie régulière. Et on va commencer à comprendre vraiment ce que c'est qu'être une régulière dans cet univers-là, malsain, des Suns, etc. Et évidemment, ça aura une importance capitale par la suite. Et cette information du viol, il va se révéler que seulement au moment où la famille est en rupture. Parce qu'en fait, il y a un repas de famille qui dégénère, elle invite tout le monde, etc. Et au final, ça se passe hyper mal, tout le monde s'engueule, tout le monde se dispute, parce qu'évidemment, personne ne se supporte. Jax ne supporte plus Clay, mais ne peut pas dire à Opie pourquoi, parce que Opie lui se rapproche de plus en plus de Clay, mais il veut pas lui dire, parce que sinon Opie tuerait Clay, etc. Donc en fait, il y a aussi un petit côté acte d'amour quand même là-dedans. De pas dire à Opie, en fait, si je lui parle plus, c'est pas parce que voilà, on s'est embrouillé, parce que je veux devenir président ou je sais pas quoi. Non, c'est parce que c'est un pourri et parce qu'il a tué ta femme. Il faut que tu te rendes compte de ça. Bon. Clay contrôle toujours, comme je vous l'avais expliqué. Opie se rapproche de Clay. Ce qui est très malaise, parce qu'on sait que Clay, il a provoqué la mort de sa femme. Bon. Et les nazis dans la série. Alors, super ajout, parce qu'évidemment, c'est des super méchants, quoi. Déjà, bon, quand tu es ce branche-là, t'es un méchant. Ça, certes. Mais dans cet univers-là, par exemple, Darby, par exemple, il est méchant, mais c'est un personnage qui est quand même intéressant et qui est pas totalement méchant, qui est aussi juste là dans ses enjeux, etc. Même si c'est évidemment ce qu'il est. Là, par contre, on est beaucoup plus sur quelqu'un de réfléchi. C'est une vraie organisation criminelle qui veut, voilà, remettre l'église au milieu du village. Les Suns font n'importe quoi, et nous, on va reprendre la ville de Charming et on va en faire quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus en rapport avec la race blanche, etc., etc. Énorme propos avec le fameux piège dans la chapelle qui est formidable. Jax dit qu'il y a un piège, tout le monde sait qu'il y a un piège, sauf que Clay est déterminé à vouloir le faire. Tout le monde part à la fleur au fusil, Jax en a conscience, il se dit il y a un piège, mais ils y vont quand même parce qu'ils ont voté. Et ils se jettent dans la gueule du loup, tous ensemble, sauf Opie qui ne se jette pas dans la gueule du loup. Formidable. Les activités illégales sont compliquées, c'est difficile. En plus, il va y avoir la nouvelle activité qui va se venir. Louane ayant besoin d'investisseurs, ils vont se lancer dans les cinémas pour adultes. Voilà, il va se passer beaucoup de choses dans cette saison. Notamment, on va découvrir le personnage qui voilà, est le personnage interprété par Kurt Sutter, le réalisateur de la série, qui s'est offert un rôle vraiment... J'ai envie de dire de luxe parce que c'est pas un rôle qui vole pardon, l'écran, tu vois. Il est très respectueux en fait des autres, mais c'est interprété Otto en prison avec des cicatrices partout et le mec il est hyper badass. Voilà, franchement, respect quoi. Bon. Il y a toujours l'agence Tal qui est toujours là, mais elle a moins de pouvoir sur cette saison-là. Elle est toujours présente évidemment, mais un peu moins. Elle aura beaucoup plus de pouvoir en saison 3. Toute la saison va nous développer voilà, cet arc scénaristique des nazis, machin, etc. Lyra, blam. Et ça arrive en fin de saison 2 avec une conclusion explosive, avec Jax qui se fait enlever son fils. Et donc, c'est le défaut de la série, je trouve, sur cette saison-là, c'est que malheureusement,
il n'y a pas de conclusion véritablement à l'arc développé depuis le début, mais c'est quand même toujours cohérent en fait avec le propos de l'histoire qui est de dire bah, la famille c'est ce qui compte le plus en priorité. Parce que Clay attrape le téléphone alors qu'il a piégé Zobel. Il l'a piégé, il l'a pris, c'est bon, c'est terminé. Il attrape le téléphone. Et là, eh ben, il dit purée, on vient de me kidnapper mon petit-fils. Le mec de l'IRA, quoi. Il vient de me kidnapper mon petit-fils. Et là, il repart dans l'autre sens avec les motos, etc. Et Zobel ne reviendra pas dans l'histoire. C'est peut-être regrettable parce qu'en fait, il aurait juste suffi qu'il rentre. Je veux dire, est-ce que ça se joue à 5 minutes près? Bah, on se dit que oui, parce qu'il rate le mec dans le port à 5 minutes. Hein. Donc, oui, ça se jouait bien à 5 minutes. Mais bon, il aurait très bien pu rentrer, tirer, ou dire tout le monde partez, partez, et puis moi je reste. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être tous là? Mais c'est le côté famille. C'est une famille, ils ont besoin d'être tous là. Parce qu'il y en a un qui souffre, ils sont tous là. Et pourtant, à ce moment-là, Jax et Clay, on peut se dire qu'à un moment, ils se supportaient plus, etc. Mais quel est ce qui a les rapprocher? C'est que le ciment de la famille, qui est Gemma Taylor, Katey Sagal est exceptionnelle dans cette saison-là, quand elle raconte son viol. Parce qu'en fait, la famille s'était brisée. Jax part du club, enlève son truc de vice-président, dit qu'il veut devenir nomade, etc. C'est fini, c'est terminé. Il a enfin pris cette décision. Et la décision, il va la garder que seulement un jour. Même pas d'ailleurs. Une nuit, même pas quelques heures. Il va réussir à la garder. Parce que Gemma remet l'église au milieu du village. La famille et le club, c'est la même chose. On ne peut pas la dissocier. Et là, Jax, quand il apprend l'histoire qui lui est arrivée, il récupère ses bandelettes, ses écussons, il repart dans le trafic, etc. Il repart à fond parce qu'il veut se venger, parce qu'il veut faire mal, parce que voilà, ça fait ressortir son plus bas instinct, comme il l'avait ressorti quand il avait flingué l'ancien petit ami de Tara. Tara va être de plus en plus dans le côté obscur, je disais tout à l'heure. Gemma est formidable, elle gère le beau truc. Et Gemma se fait piéger en fin de saison par l'agent Stahl. Quelle salope extraordinaire, elle avait déjà piégé notre ami Hopi parce que elle avait fait croire qu'il était un traître, etc. en saison 1. Et là en saison 2, eh ben, elle provoque plus ou moins la mort des membres de l'IRA, etc. Enfin bref, c'est la catastrophe. Et bah formidable, Gemma arrive sur place, elle la trouve, et donc elle fait en sorte que tout retombe sur elle, c'est formidable. Et tout retombe sur elle, et donc elle est en cavale. C'est génial, ouais, c'est génial. Fin de saison, t'as qu'une seule envie, c'est de voir la prochaine. Et elle est extrêmement réussie, extrêmement solide. Il n'y a quasiment rien acheté, c'est formidable. Je manque de mots. Le viol de début de saison, la révélation du viol est absolument formidable. Et même tout l'arc scénaristique de l'IRA, des nazis, la chapelle, etc. C'est formidable, formidable. Et on passe maintenant à la meilleure saison pour moi, la saison 3. Et maintenant, on arrive à la saison 3. Et c'est là que ça va prendre tout son sens. Parce qu'on se dit, bah, je vous ai dit tout à l'heure, c'est Clément Moreau le personnage principal dans cette première saison. Il dirige le truc. Et là, bah, vous allez me dire, mais non, parce que là c'est Jax, on recherche le fils de Jax, il n'a pas compris. Et non, la narration, c'est pas ça. On se dit, mais oui, c'est Jax, la trahison. Et il va trahir, etc. Il se rapproche de l'agent Stahl. C'est le propos de la saison 3, qui est absolument formidable. Parce qu'on est complètement dedans. On est complètement à fond dedans. Mais en fait, le sujet est pas là. Oui, certes, il recherche son fils. Certes, il recherche les problèmes, etc. Mais qui lance tout? C'est toujours Clay. C'est toujours Clay. Qui est partant pour partir en Irlande? C'est Clay. Qui, sa femme, qui a des problèmes? C'est Clay. On va me dire c'est la mère de Jax aussi, hein, par définition, donc ils sont toujours liés. Clay va se relancer à fond dans le trafic d'armes, justement, en récupérant les choses que laisse Jimmy. Parce que Jimmy O'Phelan est dans le problème à cause de l'enlèvement de l'enfant. Et il commence à perdre de l'influence sur l'IRA véritable. Super d'ailleurs idée de les avoir emmenés en Irlande et tout. D'ailleurs, bon, moi j'aime pas le fait qu'ils aient changé le générique. Moi j'aimais bien le générique de base, je l'aime tellement. Mais écoutez, ça fait une petite période où ils partent en Irlande et on a un générique un peu différent. Mais honnêtement, quand tu as un générique qui est tellement parfait, qui est tellement sublime, tu ne touches pas. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, c'est un sacrilège. Mais bon. Donc ils vont chercher le fils, ils vont avoir des pistes, c'est un jeu de poker menteur, nous on a en plus les deux côtés, on voit vraiment les deux rives, on voit que l'autre club des Suns qui est en Irlande, et en fait est tombé, agit avec l'IRA véritable et en fait est pas du tout en accord avec les Suns de Charming, et donc ils sont avec Jimmy en fait, enfin bref, un énorme bordel, c'est un jeu de dupes, et en même temps on a Jax qui veut se venger. Et tout le travail depuis le début, sur le fait que Clay, Gemma, le truc, c'est le club, c'est autant que la famille.
Le club, c'est la famille. C'est la même chose. C'est pas deux entités différentes. C'est la même chose. Et ben, Jax va aller à l'encontre de sa famille, parce qu'il va aller à l'encontre du club. Puisqu'il va proposer de devenir officiellement une balance pour pouvoir faire payer Jimmy, qui est responsable du fait qu'il ne retrouve pas son fils, etc. etc. Je vais dire 3 choses qui sont hyper importantes dans la saison. Déjà, bon bah formidable déjà de se déplacer, de suivre les différents arcs scénaristiques. Mais là, la série va aller dans d'autres registres encore. Parce que chaque saison a rajouté des choses. Alors déjà, on est allé en Irlande, on découvre l'ancienne femme, enfin une autre femme de John Taylor, avec lequel il a eu un enfant, etc. etc. Bon. Qui a des courriers qui sont extrêmement importants qu'on découvre en fin de saison. D'accord? Mais revenons avant ce moment-là, c'est aussi Gemma. Gemma qui est en cavale et qui va voir son père qui a Alzheimer. J'ai trouvé que la façon de représenter Alzheimer est d'une rare sincérité, simplicité, comme ils avaient montré le viol. C'est-à-dire que c'est sans floriture, c'est dur à regarder un peu dans l'idée parce qu'on le voit dépérir. On le voit notamment comme par exemple, il voit la bonne se faire avoir une relation intime avec notre ami Tig, et ben il a l'impression qu'en fait c'est sa femme à qui on a fait ça parce qu'il sait plus vraiment quelle époque il est, etc. Et donc il décide de tirer sur Tig et il se rend compte de ce qu'il vient de faire et Gemma se rend compte, etc. Et il se rend compte qu'il a un peu commencé à tourner la carte, etc. C'est formidable. C'est formidable. À chaque fois que je vois cet arc scénaristique, je le trouve formidable. D'une écriture, c'est ciselé, c'est parfait, c'est magique. Bon. Le début de saison démarre d'ailleurs avec la mort de l'adjoint, qui n'était pas du tout prévue. Et quand on voit la série, on voit pourquoi. Parce qu'en fait, il aurait pas dû mourir là, il aurait dû mourir après. Voilà, il va se passer des choses, je vous en reparlerai, mais il aurait dû mourir après. Et quand on voit l'endroit où je le vois mourir, ah bah bien sûr que ça aurait eu un sens énorme. Ça aurait eu un sens énorme s'il était mort à cet endroit-là. Bon, ça n'a pas été le cas, mais ça aurait eu un sens énorme. La scène aurait eu bien plus de poids. On en reparlera à ce moment-là. Et en fait, c'est parce qu'il a voulu quitter la série. Ouais, il a voulu quitter la série et donc ils ont dû un point improviser. Et donc ça va donner une position un peu bizarre à Unser, qui était vraiment le pourri jusqu'à ce moment-là. Et là, il décide de revenir vers le côté lumineux. Il se remet bien avec le frère justement de l'adjoint et tout. Ouais, sauf qu'en fait, ça fait un peu rafistoler, parce qu'on sent que voilà, le frère de l'adjoint, non, ça aurait plutôt dû être l'adjoint et son frère, etc. Et ça aurait dû marcher comme ça. Là, c'est un peu, on raccroche les wagons, comme on peut, parce que, en fait, l'histoire était tellement bien écrite pour arriver à un résultat qui est formidable, qu'il fallait pas le toucher. Et en fait, ça marche encore mieux, formidablement, parce que la conclusion est géniale, avec Unser notamment, mais on en parlera juste à la conclusion de cette vidéo. Donc ça c'est le premier gros point positif, c'est qu'on va sur des nouvelles pistes. On va en Irlande, on parle de Alzheimer, on parle de nouveaux trucs, bref, des nouveaux sujets dans la saison. La série continue de développer évidemment le club, de développer la famille, etc. Il y a un nouveau membre du club qui veut intégrer le club, qui intègre, enfin voilà, mais Tig l'apprécie pas. Génial cette révélation de découvrir qu'en fait le mec, c'est juste, on pense qu'il s'engueule parce qu'ils sont pas d'accord sur une femme qui a eu une histoire de tromperie ou je ne sais quoi. Pas du tout, c'est pour un chien. Ça c'est formidable, un énorme contre-pied, c'est magique, très très bien fait. Puis donc il va y avoir 2 arcs scénaristiques, il va y avoir l'arc Charming avec Tara qui se fait enlever, etc. etc. et puis l'arc du gamin qui s'est fait enlever et qui lui il faut aller chercher en Irlande. Là je vais m'intéresser d'abord à l'arc de l'Irlande, parce que Gemma elle va partir en Irlande, etc. etc. Et sous couvert en fait de l'agence Tal qui chapeaute tout. Et elle est consciente et elle comprend que Jax est en train de devenir une balance, parce qu'elle récupère, elle voit des papiers traîner. Elle voit des choses qui sont pas bon signe et on le pressent, mais elle a déjà perdu un mari à cause du fait que voilà, il s'est passé des choses terribles. Elle n'a pas envie de reperdre quelqu'un d'autre, voilà. Et elle essaye de dire mais, et donc son fils lui dit mais fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi confiance, mais elle sent qu'il se passe un truc. Elle décide, excusez-moi, elle décide même de se livrer. C'est une décision favorable, elle décide de se livrer et tout, très bien, très très bien. Elle se livre. Mais non. Parce que voilà, au final elle va revenir sur sa déclaration, l'agence Tal et tout, elle va même tuer sa propre conjointe, parce qu'elle est lesbienne, elle va, enfin non elle est bi d'ailleurs, pardon excusez-moi, elle va voilà, provoquer la mort de sa propre conjointe pour se couvrir, et pour couvrir le coup qu'elle va faire en chopant Jimmy, parce que si elle chope Jimmy et tout l'ira véritable, là elle fait un coup incroyable dans sa carrière. Vraiment une salope ultime. Incroyable, incroyable. Déjà ce qu'elle avait fait à Gemma c'est formidable, mais là ce qu'elle fait à sa compagne, c'est quand en plus elle arrive, ça fait beaucoup penser à la scène du Dark Knight
Rises, où t'as Catwoman qui est là et qui arrive sur place et elle se met à pleurer. Dès que les policiers sont partis, elle se relève et hop, elle part avec son info et elle s'en va et tout. Enfin bon. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle pleure, elle hurle, elle fait ah mon dieu, alors qu'elle vient juste de la buter dans le plus grand des calmes en disant voilà que c'est des Mexicains qui viennent de la tuer, etc. Enfin bref, incroyable. Et en plus, elle révèle qu'en fait, non, c'est pas ce qui s'est passé. En fait, moi, elle m'avait dit ça, blablabla. Elle rattrape bien le coup, c'est formidable. Je ne vous ai pas dit d'ailleurs quand Otto fracasse la tête de l'agent Stahl parce que voilà, il fait capoter l'accord. C'est une scène bijou, magnifique, formidable. Ah, Otto, je t'aime d'amour, c'est formidable. D'ailleurs, Otto après finira avec l'œil crevé. Enfin, j'adore les scènes de prison. D'ailleurs, quand le club se retrouve en prison, c'est pareil, c'est génial. Tout cet arc là, c'est un épisode en plus. C'est qu'un seul épisode, mais ça aurait pu durer plus longtemps. C'était trop bien. Enfin bref. Ils sortent de prison d'ailleurs, et après, bon, c'est là qu'ils vont s'occuper du problème de l'IRA. Donc, l'arc de l'Irlande, il va un peu s'empâtrer dans une histoire en fait où ça va amener à quelque chose qu'on sait, que c'est qu'ils vont récupérer le gamin. La surprise, ça aurait été évidemment que Jax le récupère pas. Et c'est vrai que moi, ça avait marché sur moi. Parce que Jax, il va voir son fils, qui est en fait adopté par une nouvelle famille. Et là, son fils, lui, il peut quitter le club. Et je vous expliquais depuis le début, l'important c'est la famille. Et là, il peut quitter le club. Mais il peut le quitter pas volontairement parce qu'en fait, il ne l'aura jamais connu de toute façon. Donc, il va quitter le club. Par définition, cet enfant va quitter le club. Voilà, il est même à l'autre bout du monde, etc. Enfin, tout va bien. Sauf que les parents se font dessouder par Ophélan et tout. Et il y a un échange après, enfin bref, c'est la catastrophe. Et il récupère son enfant à la fin, au bout du bout. Et Jax redevient père, par définition. Alors que Tara, en plus, on apprend qu'elle est enceinte. Et que donc, il va être doublement père. Bon. Très bien. Mais la scène est hyper touchante. Quand tu le vois abandonner son fils, voilà. Pareil, quand Clay tue un autre membre des First Nine, qui était en Irlande, la scène est très très belle aussi. Et puis beaucoup de plus d'interactions autour de Chips, parce que voilà, sa famille est vraiment dans l'histoire. Évidemment, hein, il est totalement dans le bordel, etc. Enfin bref. Et il y a toujours cette histoire de l'ATF, donc tout le monde revient. Il y a l'histoire avec les Mayans, en fait ils se sont refait la paix entre eux. Sauf que il y a une bande, on va dire, qui est un peu reliée aux Mayans, qui n'accepte pas cette décision, et il y en a un qui finit par être ostracisé, qui veut se venger, qui veut tuer Tara. Ça termine dans un épisode où il va dans le bureau et là le mec tire. Enfin bref, formidable, super moment, très réussi. Ils se battent dans les couloirs, il y a du sang de partout, enfin très réussi. Et justement l'arnaque de l'agent Stahl. Ce qui fait que la saison est très riche, même si ça patauge un peu, comme je le disais, dans le 3-4 épisodes en Irlande. Mais après, bon, c'est le développement logique de ce qu'ils nous ont présenté depuis le début. Donc, il y a un moment aussi où il faut que ça se pose, qu'on nous donne du contexte. Et puis, ça permet de beaucoup travailler le personnage de Moira, c'est ça, Moira, qui est la femme qui avait rencontré John Taylor et qui a un enfant et tout. Et je pense que c'est plutôt sympa. Ils sont à ça de faire un inceste d'ailleurs. Enfin bref. Et arrive cette conclusion. Tout le monde revient. Et Jax signe le papier et donne tout le monde. Donc il donne Jimmy Ophélan, qu'ils ont réussi à capturer. Ils l'ont accompli. Et en plus, ils partent. Jimmy se fait pas attraper par l'ATF comme prévu. Donc vraiment là, tu as une sorte de scénario à tiroir où tu te dis, est-ce qu'il l'a vendu ? Mais il l'a pas vendu, puis là, elle l'appelle, elle dit comment se fait-il que j'ai pas Ophélan ? Elle dit bah attendez, ça va se passer dans mes conditions, etc. Comme j'ai prévu, vous venez me faire signer le contrat, machin, etc. Bref, on signe comme il faut. Et voilà, il signe bien comme il se doit. Et Jax reprend un peu la main, il signe, sauf que elle signe pas, jusqu'au dernier moment, puisqu'en fait ils ont reçu une remise de peine, si jamais Jax balance. Ils reviennent au club dans le garage avec le fameuse séquence d'ailleurs des faux billets qui est géniale, mais il y aura une séquence beaucoup mieux par la suite sur l'arrivée de cette histoire là, mais on en reparlera. Et moment magique, tout le monde se retourne contre Jax parce qu'il dit mais tu nous as vendu, mais parce que on était bloqués, etc. Mais tu nous as vendu, t'es un traître, etc. Et là elle signe le papier, elle le remet à l'avocate.
Et Gemma, elle est entre deux feux parce qu'elle est aussi déçue que son fils soit un traître, mais elle s'y est plus ou moins préparée parce qu'elle s'y attend. Et en même temps, elle comprend la réaction de Clay, donc elle est dans une position très bizarre, on voit qu'elle pleure parce qu'elle comprend bien que quand Clay dit « tu es mort pour nous », et voilà, elle comprend toutes les implications que ça va avoir et à quel point il plaisante pas, quoi, parce que Clay ne plaisante pas. Jimmy s'est fait arrêter, ils partent en bagnole avec l'agent Stahl. Et puis t'as une sœur qui arrive. Et une sœur leur dit oui, j'ai entendu à la radio qu'il y aurait une bande de Ophélan qui vous attend en bas de la nationale 8 ou je sais pas quoi. Donc si vous voulez, ce que je vous propose c'est qu'on envoie des gars et on regarde ce qui se passe, vous restez ici. Il dit ouais, j'ai pas confiance, allez hop, partez. Moi je surveille le prisonnier, oui allez-y, on vérifie, etc. Et arrive Opie et arrive Chips. Alors Jimmy avait fait pas mal souffrir Chips, c'est lui qui a fait les cicatrices qu'il a sur le visage. Et là, il a fait souffrir sa fille, sa femme. On voit qu'elle vit un calvaire et un enfer, même s'il aimerait bien qu'elle revienne aux États-Unis. Elles ont fait toute leur vie en Irlande. On se dit pourquoi lui il part pas, il aurait très bien pu partir en Irlande, pourquoi pas. Bon, la série le fera pas, mais j'aurais trouvé ça plutôt logique, moi, à la fin de cette saison, qu'il s'en aille. Ça n'a pas été le cas, mais bon. Forcément, quand on sait ce qu'il va devenir par la suite, c'est quand même intéressant, mais ça aurait été une belle conclusion qu'ils disent, voilà, un peu comme Jax en disant, voilà, moi, je veux pas devenir nomade, mais je veux demander mon transfert pour retourner en Irlande, pour aller voir ma femme. Parce que vu que le concept de la famille est extrêmement important depuis le début, je pense que ça aurait eu du sens. Bon. Il part. Et là, il dit, tu prendras soin de mes filles. Ouais. Clac. Et là, il lui met 2 énormes coups de lame ici sur le visage. Puis ensuite, il lui transperce la poitrine avec le couteau et il tombe au sol. Mais c'est pas la scène la plus belle. Ah non, ce serait pas la meilleure scène de toute série confondue pour moi. Il n'y a qu'une seule scène pour moi qui rattrape ça, qui est équivalent, mais c'est pas un final. Donc c'est pour ça que c'est pas mon final préféré, parce que la scène dont je vais vous parler, vous allez comprendre, c'est une scène de Game of Thrones. Je vais pas spoil au cas où il n'y aurait pas de gens qui n'auraient pas vu Game of Thrones, mais c'est une scène avec Ramsay et des chiens. Voilà, si jamais vous l'avez vu, c'est pas dans le final, c'est un épisode 9, pas un épisode 10, donc je peux pas le compter, parce que sinon, évidemment, je le compterais comme un épisode final, etc. Mais c'est... Voilà. Parce que j'ai jamais vu un truc aussi jouissif de toute ma vie. L'agent Stahl, qui était la vraie saloperie, la saloperie ultime, s'assoit au volant, et Opie se met derrière, et il dit, ma femme est exactement comme vous, et là, il dit, mais vous avez été clément, vous pouvez l'être encore, etc. Cet homme est mort et tout. Une dureté, une poésie, c'est magnifique. Il prend son arme, son automatique et pouf, il tire dans la tête. Et là, il peut enfin se reconstruire parce qu'il était en train de se faire une relation avec une star du X, etc., etc. Mais on sentait que ça pouvait, ça pouvait à se lancer. D'ailleurs, ils sont se marier, etc. Mais on sent qu'on marche encore sur des œufs. Et ce moment-là, ça y est, cette histoire est réglée parce que Opie a appris avec Tig, etc., etc. Mais au final, il en veut vraiment à Stahl. Et le fait que ce soit Stahl qui paye, parce que c'est Stahl qui avait mis les micros dans la voiture, etc., etc., c'est formidable. C'est formidable. Et la scène est une beauté. Et puis après, tu vois donc les motos qui approchent, ils klaxonnent, et tout le monde se met à se marrer. Et Gemma qui lit la lettre. Comme Jax, quand il lit les papiers de son père, etc., super gimmick et tout, parce que ça permet vraiment de faire des trucs un peu poétiques d'une certaine manière. Et là, Jax qui lit la lettre, qui fait l'aboutissement de tout ça, c'est de dire « je ne suis pas comme mon père ». Et ça valide. À ce moment-là, en tout cas, on a l'impression, ça valide le fait de « je ne deviendrai pas mon père ». Et donc, ce qui a été écrit par mon père, écoutez, on verra bien. Je suis un membre de cette famille et du club, et j'y reste. Et point, terminé, le sujet est clos. On verra si le sujet est clos, parce que le sujet va revenir. Mais là, c'est vraiment l'aboutissement. Et c'est pour ça que je m'arrête à cette saison 3. On reprendra les vidéos plus tard, avec les saisons 4 et 5, parce qu'il y a un autre propos. Mais Clay, au final, il s'est rapproché de Clay. La famille est encore plus soudée qu'avant parce que voilà, l'histoire du viol, l'histoire de machin, l'enfant qui est parti, qui a été enlevé et tout. Il s'est passé beaucoup de choses. La famille est encore plus soudée, encore plus forte. Opie, il s'est passé des drames, mais au final, les choses se sont réglées. Les gens qui devaient payer ont payé. Ophélan a payé. L'agent Stahl a payé, etc., etc. Unser part à la retraite. Ça y est, il est libéré. Il a atteint son objectif. Voilà, ça y est. C'est bon, c'est fini, il arrête. Il devait arrêter depuis longtemps, il est malade et tout, etc. Bon. Et ça se termine là, et tu vois Gemma dans son lit, qui est avec la satisfaction du travail bien fait. Et là, en vrai, je peux te dire, mais il reste plus de pistes, on a tout fini. On a tout fini, ils ont la paix avec les Mayas, ils ont la paix avec tout. Et ça se termine, évidemment, avec les lettres qu'a laissées l'Irlandaise, dans lequel elle écrit, lequel John écrit, lui avait écrit, que elle trouve que Gemma est de plus en plus froide,
de plus en plus éloignée, qu'elle se rapproche de son ami Clay, et que si jamais elle n'a plus de nouvelles de lui, c'est que probablement j'aurais été tué par mon meilleur ami et ma femme. Et ça se termine là-dessus, et là tu fais chef-d'œuvre absolu. C'est un chef-d'œuvre absolu. C'est une des plus grandes séries que j'ai vues de ma vie. La musique est sublime. J'ai pas parlé d'ailleurs de la musique quand Hopi tire sur l'agent Stahl. Elle me fait presque avoir des larmes. Franchement, elle est incroyable. Je vais pas vous la chanter parce que franchement, ce serait une injure. Mais quelle série formidable. Voilà, la vidéo doit être très longue. Je vais l'arrêter là. On reprendra les vidéos par la suite. Mais quelle merveille. Quelle merveille. Une incroyable série. En fait, c'est la série qui me sidère le plus parce que les acteurs sont extraordinaires. Ron Perlman, Kathy Sagal, Charlie Hunnam, etc., etc., etc. Le casting est fou. Il y a des acteurs de fou partout. Partout. L'agent Stahl, elle joue formidablement bien. C'est franchement, mais quelle incarnation de ce personnage, c'est formidable. C'est formidable. Bref, je ne peux que vous la recommander. Je la recommande à tout le monde de toute façon. C'est pour moi la meilleure série de tous les temps. Et j'ai hâte de vous parler évidemment de la suite. Parce que la suite sera encore plus fort, même si pour moi la saison 3, on a atteint le pinacle. Hein, parce que vraiment c'est un truc... c'est presque fabuleux de voir ça. C'est un sans faute. C'est un sans faute. Bravo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est très longue. Je ne sais pas si beaucoup l'auront regardé en entier. Ce que je vais faire, c'est qu'il y aura sûrement les timers en bas avec les épisodes, etc. Donc je pense que ça aidera un peu. Mais j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment en ma compagnie. Je l'espère. On se retrouve de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!